C'est tout pour les titres. Place à présent au développement. Bienvenue à tous dans ce journal. On commence avec les révélations des ex-responsables de l'armée rwandaise, Faustin Kayumba et Patrick Karegeya. On en sait un peu plus sur les vrais commanditaires de la guerre à répétition dans l'est de la RDC. Parmi les premiers à être cités, le président rwandais Paul Kagame, accusé par 2 officiers de l'armée rwandaise en exil en Afrique du Sud d'être non seulement responsable de l'attentat contre l'avion de l'ancien président rwandais, mais aussi de celui de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. C'est un véritable déballage du régime Kagame à l'interne, mais avec des révélations sur l'origine, les bourreaux et les géniteurs du calvaire des Congolais dans le Grand Kivu. D'abord, Patrick Karegeya, l'ancien responsable des services de renseignement du Rwanda, qui révèle que le dirigeant rwandais est un dictateur hors pair en Afrique centrale. Je lui disais que ce que nous faisons n'était pas bien en termes de justice, de démocratie, de liberté de la presse. Il y avait la seconde guerre du Congo, on parlait de tout ça et on n'est tombé jamais d'accord. Mais parce que ça n'avait pas lieu en public, personne ne réalisait qu'il y avait une sorte de guerre froide entre lui et moi. En ce qui concerne la deuxième guerre, il nous suffisait de parler. Nous n'avions pas nécessairement besoin de nous battre. Et comme vous le voyez, nous n'avons obtenu aucun résultat. Nous en sommes toujours au même point. RCD, CNDP, M23. Il y aura probablement aussi un M27. Ça n'aide pas le Congo. Ça n'aide pas le Rwanda. Ça n'apporte que des souffrances dans la région. Patrick Karegeya persiste et signe. Paul Kagame doit prendre la place de Bosco Ntaganda à la Cour pénale internationale en sa qualité de commanditaire des crimes commis au Congo. Il se dit même prêt à aller témoigner contre l'homme fort de Kigali, à La Haye. Et si la Cour estime qu'elle peut apprendre quelque chose de moi, je coopérerai avec elle. Mais je crois que la CPI ne juge pas la bonne personne. Elle devrait traduire en justice Kagame et pas Ntaganda, parce que c'est lui qui l'a choisi au Rwanda et l'a envoyé dans l'est du Congo. Alors pourquoi s'occuper des symptômes et pas de la maladie ? Au sujet de l'attentat contre l'avion de l'ancien président Habyarimana en 1994, Faustin Kayumba et Patrick Karegeya sont déterminés à fournir des preuves à la justice française sur la responsabilité de Paul Kagame dans cet événement à la base du déclenchement du génocide au Rwanda. J'étais en position de savoir qui est responsable de l'attaque. Je ne me cache pas. Le rapport sur l'attentat a été publié quand j'étais en Inde. Je n'ai pas fui et suis resté à mon poste. Et les Français, s'ils le souhaitaient, auraient pu venir me parler. Et même maintenant, je suis toujours prêt à leur parler. Alors ce que je sais sera une affaire entre justice et moi. Je suis prêt à leur apporter toutes les preuves dont je dispose. À l'époque, j'étais responsable des renseignements militaires. C'est impossible que je ne sois pas au courant de qui a mené l'attaque et de ce qui s'est passé. Si nous n'en avions pas, nous ne dirions pas ça. Évidemment, nous en avons. Nous ne spéculons pas. Nous ne sommes pas comme ceux qui essaient d'enquêter, qui disent que les missiles venaient de Kanombe. Nous savons d'où les missiles sont partis, qui les a acheminés et qui a tiré. Nous ne spéculons pas. On parle de quelque chose que l'on connaît. Mais les avocats de la défense qui s'étonnent de la soudaine proposition des coopérations avec la justice française se montrent prudents. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour au cours de la Troïka de ce mercredi à la primature. Il s'agissait notamment de l'émergence de la classe moyenne, mais également de l'accompagnement que la Banque centrale du Congo ainsi que le gouvernement doivent apporter aux banques commerciales. Et cette question est traitée dans l'objectif de faciliter leur implantation dans les différentes provinces que compte la RDC. Il est 6h30, juste le temps pour Patrice Kitebi de jeter un coup d'œil à sa montre. Monsieur le ministre, rassurez-vous, vous n'êtes pas du tout en retard. Après vous arrive Daniel Moukoko. Peut-on faire alors débuter le rendez-vous de chaque semaine? Autour de cette petite table ronde, comme à chaque fois sont réunis les différents membres de la Troïka stratégique. Ils ont le devoir de passer en revue la situation économique du pays. Aujourd'hui, on débat de la Banque centrale du Congo et des réformes. La restructuration de la banque dans l'ensemble, les points essentiels ou les réformes essentielles pour cette restructuration sont connus. Et effectivement, le gouverneur de la banque nous a rassurés de l'accélération de ces différentes réformes qui doivent permettre à ce que la Banque centrale puisse effectivement jouer son rôle de la banque de banque.
La RDC est un pays émergent à l'horizon 2030. On y avait réfléchi récemment à Kinshasa dans le cadre d'un forum économique international. Mais en attendant, le Premier ministre souhaite plutôt la promotion d'une classe moyenne congolaise. Nous avons annoncé à la dernière réunion de la Troïka stratégique cette instruction du chef de l'État qui demande donc au gouvernement de préparer une série de mesures, y compris des mesures légales, pour faire émerger les classes moyennes congolaises, parce que vous remarquerez aujourd'hui qu'il y a très peu d'entrepreneurs congolais. Un peu plus tard, la réunion prend fin et le lundi prochain, ils sont attendus pour une autre séance de travail. Il sera, cette fois-là encore, un peu plus de 6 heures à Kinshasa. Autre chose à présent, le Sud-Soudan a célébré mardi ses 2 ans d'indépendance. Le président du Rwanda, de l'Ouganda, du Botswana, de la Somalie et celui du Kenya ont rehaussé de leur présence à Djouba, capitale sud-soudanaise. Et la RDC, qui entretient des bonnes relations avec son voisin du Nord-Est, a été représentée par Alexandre Lubantambo, ministre de la Défense, représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila. Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a rappelé à son peuple que c'est une occasion de raffermir leur engagement à construire leur nation pour la prospérité de toute la nation. On revient dans ce journal sur les moments forts de cette célébration. Ces milliers de gens viennent de partout pour célébrer ce mardi 9 juillet à Djouba, la capitale sud-soudanaise, le 2e anniversaire d'accession à l'indépendance du Soudan du Sud. 9 juillet 2011, 9 juillet 2013. 2 ans d'indépendance, pleine d'émotions, placés sous le thème de la construction de leur nation. Plusieurs chefs d'État ont fait leur déplacement. C'est l'arrivée ce matin sur le lieu de la célébration. Uhuru Kenyatta, président du Kenya, Sheikh Mamada, président de la Somalie, Seretse Kama, président du Botswana, Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Et pour la RDC, le président Joseph Kabila a été représenté par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Alexandre Lubantambo, à la tête d'une grande délégation. Après la présentation des délégations, hommage a été rendu à John Garang par des chefs d'État. Un défilé de l'armée sud-soudanaise et les discours de plusieurs chefs d'État. Le pétrole, clé du pouvoir. Salva Kiir Mayardit, président du Soudan du Sud, rassure sa population que c'est l'occasion encore une fois de s'engager pour la construction de leur nation et pour la prospérité de tout un peuple meurtri par plusieurs années de violence. Je vais l'annoncer au sommaire de ce journal. Mathieu Kamango était notre envoyé spécial à Djouba, au Sud-Soudan. Il est également notre invité dans ce journal. Bienvenue Mathieu. Merci à vous, Gloria Koumemba. Alors Mathieu, vous étiez à Djouba, capitale du Sud-Soudan. Dites-nous comment les festivités de l'indépendance ont vécu après 2 ans d'indépendance. Il faut dire que c'est un pays jeune. Le Soudan décide, vous le savez, avec le référendum au mois de mai 2010. Le Soudan décide, après beaucoup de tractations, a fini par réussir sur 90% de sa population de référendum, je disais, l'indépendance de cette jeune nation. On se souviendra encore que le 9 juillet de l'année 2011, pendant que chez nous ici, il restait quelques mois pour les élections présidentielles, le Soudan décide de devenir un État indépendant. Juste quelques heures après, le président américain Barack Obama, le président français à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, et d'autres personnalités du monde ont reconnu la souveraineté à cet État qui est devenu les 183e membre de l'Organisation des Nations Unies. Alors, concernant les festivités au pays, vraiment, c'est un pays qui cherche à se développer. On lit dans leur visage la détermination d'un peuple qui cherchait vraiment à être souverain, indépendant et vise à se développer. En tant que journaliste observateur, je puis noter dans 2 ans plus de 20 à 30 kilomètres de la voirie urbaine déjà réhabilitée. Vous voyez que les partenaires privés, vraiment, ils savent faire pour le développement de leur nation. On retrouve plus de 10 hôtels. Déjà, c'est beaucoup. Toutes les routes principales de cette capitale, Djouba, capitale du Soudan du Sud, éclairées par un bon système, l'éclairage public. Donc, on sent vraiment la détermination de ce gouvernement.
C'est une nation jeune, vous l'avez dit. Et alors, quelles sont actuellement les relations entre la RDC et le Soudan du Sud? À attendre le vice-premier ministre et ministre de la Défense RD congolaise qui a représenté le président de la République, Joseph Kabila. Vraiment, les relations sont vraiment au beau fixe, je dirais. Le ciel est vraiment bleu entre le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Vous savez, on doit entretenir, et même le Soudan du Sud doit entretenir ces relations, parce que le Soudan qui était unitaire est d'abord signataire des accords, vous vous souviendrez, de 24 février à Addis Abeba. Et avec la situation dans la sous-région des Grands Lacs, la RDC a vraiment l'intérêt à entretenir de bonnes relations avec ces jeunes nations qui n'ont que 2 ans et quelques jours, aujourd'hui, et au même le Soudan du Sud pour sa coopération qui dépend des eaux vraiment du nord de la RDC, qui dépend de la bonne coopération également avec l'Ouganda pour les commerces et pour tout ce qui est des produits de première nécessité. Exactement, les relations sont au beau fixe. Merci Mathieu Kamongo. Je rappelle, vous étiez notre envoyé spécial à Djouba, capitale du Sud-Soudan. Parlant environnement, dans ce journal, il y a quelques jours, la RDC s'est dotée d'une loi pour la protection des forêts congolaises et la traçabilité du commerce de bois. Et certaines dispositions de cette loi préoccupent au plus haut point l'Union européenne quant à l'exploitation des forêts et le commerce du bois. Le sujet était au centre d'un échange franc entre la délégation des ambassadeurs de l'Union européenne et le ministre de l'Environnement. C'est plus de 25 millions d'hectares de la forêt congolaise convoitée et menacée. Mais depuis quelques jours, la RDC s'est dotée d'une loi pour la protection de cette forêt et la traçabilité du commerce des bois congolais. Pour l'Union européenne, cette loi ouvre des brèches à toute personne, moyennant 30 000 $ américains d'exploiter cette merveilleuse et exceptionnelle forêt de la RDC. Plusieurs organisations, dont Global Witness, ont déploré l'exploitation illégale de la forêt en RDC et l'anarchie dans la distribution des permis d'exploitation forestière. Du côté du gouvernement congolais, cet arrêté ministériel est un instrument et mécanisme innovant pour une gestion durable des forêts congolaises tant convoitées et menacées, rassure le ministre de l'Environnement à la délégation de l'Union européenne. Un mot sur la coopération dans ce journal. La frontière entre la RDC et l'Angola est ouverte désormais par le Kasaï occidental et Lunda au nord. Alexandre Kandé et Ernest Mwangalou ont procédé à l'ouverture de ce poste frontalier. Question pour les deux États de promouvoir une circulation libre, fluide et sécurisée de leurs populations respectives. C'est par le poste frontalier de Tisenge Itanda que le gouverneur Alex Kandé Mupompa du Kasaï occidental et Ernest Mwangalou de Lunda Nord ont procédé à l'ouverture des frontières situées à plus de 230 km de Dundo et Chikapa. Cérémonie similaire en poste frontalier de Kamako à 150 km de Chikapa et plus proche de Dundo à 14 km. François Béa Kassongo, directeur général de la DGM, s'est fait représenter à cette double cérémonie par Jacques Ikwa, directeur de la police des frontières. Ce double événement traduit la volonté des deux gouverneurs de promouvoir le bien-être de leurs populations respectives à travers une circulation libre, fluide et sécurisée. Alex Kandé et Ernest Mwangalou ont surtout attiré l'attention de la population sur la nécessité de régulariser son séjour conformément aux textes en vigueur sur la migration. Je vous invite donc, nos deux populations, à vous conformer scrupuleusement à toute la réglementation mise en vigueur aux frontières et de mettre fin à toute forme d'immigration clandestine. Ils ont ainsi rendu hommage au président Joseph Kabila et à Eduardo Santos pour leur implication dans ces dossiers. S'agissant des conditions à remplir pour accéder aux frontières, il faut au préalable se munir d'un laissez-passer dont le coût s'élève à 5 $ pour la RDC et 20 $ pour l'Angola. Un document qui ne s'achète qu'une seule fois au poste d'entrée pour une durée de 72 heures. L'Union européenne et le projet d'appui à la réforme de la police organisent durant 3 jours un séminaire sur la culture de la maintenance. Ce séminaire a pour but principal de permettre aux participants, notamment les policiers, de réfléchir sur la problématique des infrastructures. Il faudrait donc mettre en place tous les processus de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Un besoin de sensibiliser les commandements et les techniciens de la police sur les